Bonjour à toutes et à tous. Le collectif Printemps des Poètes d'Angers accueille aujourd'hui ici à l'UATL, l'Université angevine du temps libre, sauf erreur, c'est bien cela, donc un groupe de théâtre, il y en a plusieurs m'a-t-on dit. Là c'est le groupe de notre ami Noël Darmaya qui est un membre actif du collectif et de Jean-Patrick Lafont. Jean-Patrick Lafont, voilà, donc comme ça j'aurai les deux responsables. Et donc, on va assister à une représentation assez originale à laquelle j'ai moi-même assisté l'année dernière, j'ai été très fascinant, et qui s'appelle « Comment ne pas aimer ». Donc, on les écoute. Bon récital à vous. Nous allons vous interpréter un montage de deux auteurs contemporains que tout singularise. Les personnages de Carole Fréchette sont pleins de tendresse. Ceux d'Anne Clévin sont plutôt dans l'autodérision. Entrez dans ce monde de désir, ce monde de tendresse, entrez dans leur vie, dans leurs âmes, dans leurs histoires, comme dans l'histoire d'Élisa. Je suis dans un café et je pleure, discrètement. Un homme arrive et me regarde pleurer. Au lieu de me consoler, il me regarde pleurer. Alors je lui ai dit, il m'arrive quelque chose de terrible. Écoutez-moi. Ce jour-là, j'avais mis mon chandail rouge, celui qui est un peu échancré à l'encolure et un peu ajusté à la taille. C'est un chandail que je mets quand j'ai un corps. Quand j'ai qu'une tête, je mets n'importe quoi, des grandes blouses, un drap même si ça pouvait. Donc je me suis avancée vers le miroir pour voir, vérifier si j'avais bien un corps ce jour-là. Et c'est là que j'ai vu. Il s'était passé quelque chose avec ma peau. Comment dire? J'en avais plus. Oui, c'est ça. J'en avais plus. Aux yeux, au nez, au menton, partout. Je me suis dit, c'est rien. Un petit virus, ce sera passé demain. Oui, mais le lendemain, il y en avait plus. Et chaque jour, un peu plus. Alors, il s'est approché de moi et il m'a dit qu'il connaissait ça et qu'il pouvait faire quelque chose pour moi. Mais il m'a fait promettre de ne pas protester, de le laisser dire jusqu'au bout. Bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Alors il m'a dit que pour éviter que la peau ne pousse, il fallait raconter des histoires d'amour. Des histoires vraies et qui donnent des frissons, à la fois quand on les raconte et à ceux qui les entendent. Parce que, dit-il, quand les histoires amoureuses, elles viennent d'en bas et qu'elles montent dans le corps, jusque dans la bouche, là, eh bien, la peau sécrète une substance qui empêche la peau de pousser. Je l'ai regardé étonné. Il a continué qu'il fallait insister sur les détails, les gestes, les battements de cœur, les mains moites, les yeux, le regard, l'ambiance, le lieu, les images qui arrivent. Il a dit, c'est ça qui fait activer la substance. Moi, je lui ai dit, moi, j'ai pas assez d'histoires pour les raconter comme ça. Il m'a dit, prenez ceux des autres, dans la rue, vos amis, n'importe qui, demandez-leur et prenez-les comme si c'était les vôtres. Prenez leurs émois et racontez-les. Alors c'est pour ça qu'ils sont là. Parce que je vais les écouter et peut-être qu'ils m'empêcheront ma peau de pousser. Il faisait froid, c'était en novembre, je crois. On était allé voir un film et puis après on avait marché jusqu'aux étangs d'Ixelles. Elle s'appelait Ginette, elle était boulotte. Moi j'étais un tout jeune homme à cette époque-là.
Je marchais les mains dans les poches, je caressais ma joue, je passais les mains dans mes cheveux. Je regardais les filles. À l'université, pendant les cours, dans les couloirs, dans les rues, au parc, je regardais les filles. Elle s'appelait Ginette. Je ne sais pas pourquoi elle m'attirait. Il y avait quelque chose de petit chez elle et elle avait peur de tout. Mais elle me troublait. Ce soir-là, au cinéma, j'avais senti son odeur près de moi, dans le noir, pendant presque 2 heures. J'étais transporté. On marchait aux étangs d'Ixelles. Je lui parlais. Je ne sais plus de quoi. Du film, probablement. J'essayais d'être intéressant, mais je ne pensais qu'à une chose, toucher sa peau. On s'est assis sur un banc. Elle m'a dit « j'ai froid ». C'était ma chance. J'ai pris ses 2 mains dans les miennes et j'ai caressé doucement, frotté doucement. Puis je me suis rapproché et puis je l'ai embrassée. La sentez-vous, la petite ligne de bonheur qui descend de ma bouche jusqu'à mon ventre? Et aussitôt après, je veux dire après le baiser, elle m'a dit une chose extraordinaire. Elle m'a dit qu'elle attendait ça depuis longtemps. Ça alors, elle attendait que moi, je l'embrasse sur la bouche aux étangs d'Ixelles. Je n'en revenais pas. Pendant que je la regardais en classe, que je rêvais de sa peau et de ses cuisses, en secret, pendant que je lui parlais de mathématiques, de cinéma, en essayant d'être intelligent, elle attendait que je l'embrasse. Alors, j'ai repensé à nos conversations dans la cafétéria et dans les couloirs de l'université. Je me répétais, elle voulait que je l'embrasse. Et c'était bon, l'idée de son envie de moi. C'était presque aussi bon que le baiser lui-même. C'est ça, Elsie. Alors, j'ai caressé sa joue, j'ai glissé ma main sous son manteau. Rappelez-vous, j'étais un garçon. Est-ce que vous la sentez, sa peau tendre de jeune femme boulotte, sous mes doigts un peu froids? Merci. Regardez mes genoux, Attends, ici. ma joue, mon cou. Où en étais-je? Ah, il s'appelait Edmond. C'était dans le parc de l'abbaye de la Cambre. À cette époque, j'étais mariée depuis 10 ans. Au bout de 10 ans, on se lasse. Alors, imaginez, quand les enfants sont à l'école, je mets une robe, je mets des boucles d'oreilles, je me chantonne, je mets la radio, je fais virevolter ma robe. Quand je marche vers l'abbaye, j'ai un peu honte. Mais c'est une question de ne pas mourir, c'est une question de survie. Il y en a qui ont besoin de transplantation, de transfusion. Moi, j'ai besoin d'un homme dans le parc de l'abbaye de la Cambre. Il m'attend devant la chapelle Saint-Benoît. On marche autour du bassin. Ça fait du bien de parler en marchant. Enfin, il me dit que ça lui fait du bien. Quelquefois, on va dans un coin
puis retirée, isolée. Alors là, je ne suis plus une femme qui est mariée depuis 10 ans. Je suis les genoux qui touchent le tissu qui recouvre mes genoux, mes bretelles qui tombent sur les épaules qui sont sur la fin, les cheveux sur la nuque, les cheveux de la main d'un homme. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que j'ai donné assez de détails? Oui, très bien. Est-ce que vous avez entendu le vent dans les buissons? Et puis, la voix aiguë et la voix forte après? Si je vous demande ça, c'est parce que pour moi, c'est important. Pour moi aussi. Merci. Merci. Il s'appelait Yann. Il était fou. Un jour, on passait place Saint-Géry, il y avait un trou immense derrière une façade retenue par des poutres d'acier. Vous comprenez? C'était l'été. Je portais une robe légère et des souliers à talons. Avec lui, je portais des robes. C'est parce que... Mais il faut que je vous raconte le début. Je l'ai rencontré pour la première fois dans un vernissage. Lorsque je l'ai aperçu, appuyé au mur, j'ai cessé de respirer. Il était beau, de cette sorte de beauté qui vous coupe les jambes et vous donne envie de pleurer. Mais je n'ai pas osé l'aborder. Quelques jours plus tard, on m'a appelé pour travailler sur un film. Quand je suis arrivée, il était là, sur le plateau, comme par miracle. Après le tournage, avec toute l'équipe, nous sommes allés prendre un verre chez un technicien. J'étais très sale, on avait travaillé toute la journée. J'ai demandé si je pouvais prendre un bain. Je suis montée. Au bout d'un moment, la porte s'est ouverte. Il est entré sans dire un mot. Il s'est déshabillé. Il a glissé avec moi dans mon bain. C'est comme ça que ça a commencé. Il s'appelait Yann. Il est entré, il a glissé dans le bain et m'a regardé. À cette époque-là, je n'aimais pas trop mon corps. C'est parce que je suis née avec un bassin. Il y en a qui naissent avec un nez, des oreilles, un menton. Moi, je suis venue au monde avec un bassin méditerranéen. Vous voyez? Alors, je portais de grandes blouses pour le cacher. Il s'appelait Yann. Il est entré dans mon bain et dans mon bassin. C'est comme ça que ça a commencé. Après, avec lui, je portais des robes légères et décolletées qui collaient à mes hanches, à mes épaules et à mon cou. Ah mais qu'est-ce que je disais? C'était l'après-midi, il faisait chaud, on marchait. Je portais une robe légère qui collait à mes reins et à mon bassin. C'était l'époque où on faisait l'amour tout le temps, dans toutes les pièces de la maison. Il était comme ça, Yann. Il aimait la diversité. Même quand on ne faisait pas l'amour, on le faisait. Vous comprenez? Quand on lisait, quand on allait à l'épicerie, quand on cuisinait, on le faisait. On pouvait préparer des crêpes sans décoller nos corps une seule fois. On sortait le lait, la farine, les œufs, on mettait tout dans un grand bol et on brassait. Sa main sur ma main, sa poitrine contre mon dos. Puis, on faisait sauter les crêpes, on les ratait, on recommençait, on les mangeait. Mes fesses sur ses genoux, ses bras autour de moi. On mangeait des bouchées, on riait, on s'embrassait, il y avait du sirop partout, partout. Parfois, on sortait dans la chaleur de juillet. Cet après-midi-là,
L'après-midi des crêpes, je ne sais plus, nous sommes allés faire un tour. Arrivé place Saint-Géry, il m'a prise par le bras et m'a entraînée dans un trou. C'était un trou immense, mais je l'aurais suivi partout, même au fond d'un trou. C'était très à pic. Avec mes souliers de femme, je trébuchais, j'avais peur de débouler, mais je disais « Yann, mais attends-moi, tu vas trop vite !» Je m'agrippais comme je pouvais, il faisait très chaud. Arrivé en bas, il s'est couché sur moi. À 3 heures de l'après-midi, dans un trou de la place Saint-Géry. Il a soulevé ma robe de coton, il est entré dans mes reins et dans mon bassin. D'un seul coup, j'étais remplie, refaite, complète. Dans mon ventre, dans ma poitrine, dans mon cerveau, j'étais reconstruite. Vous comprenez? Couchée dans la terre, j'étais une ville grouillante, dense et compacte. J'étais Manhattan dans un trou de Bruxelles. Comprenez-vous? Oui, grand merci. Moi, je vais vous raconter comment j'ai rencontré mon mari. Très bien. Je suis allée voir La Reine de la salle de bain, une pièce d'Anouk Levin au théâtre. J'y étais allée seule. Mais dès la seconde partie, je n'ai pu m'empêcher de crier. Mais ce n'était pas moi qui criais. C'était tous les morts au combat, toutes les veuves éplorées, tous les parents éplorés, tous les infirmes qui criaient par ma gorge. Pour la première fois de ma vie, j'étais incapable de rester tranquille pendant une représentation théâtrale. Ça m'a fait mal, trop mal, de voir tous ces mensonges. Il n'y avait rien de vrai dans tout ce spectacle. Parce que, ici, notre existence, ce n'est pas du pipi et du caca comme ils ont voulu nous montrer sur scène. Non. Il n'y a qu'un aveugle ou une ordure pour transformer tout ce qui nous est cher en pipi et caca. On peut comprendre qu'un auteur de théâtre ait des envies, qu'il en soit avec des obsessions. Pas de problème. Mais personne ne l'empêche de s'amuser chez lui à la maison. Tandis que moi, en tant que public, je refuse qu'on voit s'entasser sur un théâtre subventionné avec mes sous, autant de pipi et caca. Comme je vous l'ai dit, ça a commencé dès la deuxième partie, mais alors à la fin, ça a dépassé les bornes, il n'y en avait plus que pour le pipi et le caca, le pipi et le caca, le pipi et le caca, ça suffit. Je me suis levée d'un bond, je me suis jetée sur le micro et j'ai crié « C'est dégoûtant, c'est de la merde, que du pipi et du caca, du pipi, du caca, du pipi, du caca !» Tout à coup, dans le public, j'ai entendu plein de monde qui reprenait avec moi « Pipi, caca, pipi, caca, pipi, caca !» Tout à coup, un petit bonhomme au visage rouge qui m'avait entendu au moment où il y avait le plus de bruit, au moment où je criais « Pipi !» s'est tourné vers moi et a crié « Caca !» Et là, c'était la première fois qu'on se voyait. Enfin bon, la représentation a été interrompue naturellement. Et nous, on était tellement choqués dans le public, on reprenait encore pipi, caca, pipi, caca, pipi, caca. Bon, bien sûr, on a été évacués, mais on s'est rassemblés devant l'entrée du théâtre et on a continué à crier tellement on était choqués, tellement on n'en voulait plus. Pipi, caca, pipi, caca, pipi, caca. Ça a duré pendant 2 ou 3 heures d'affilée. Eh oui. Bon, vers les 2 heures du matin, on a décidé de partir. Le petit bonhomme au visage rouge, qui avait repris avec moi pipi caca, m'a demandé s'il pouvait me raccompagner à la maison. Alors, en marchant sur le chemin, je pensais à tout ce qui m'avait choqué. Et je murmurais pipi, caca,
pipi, caca. Arrivé en bas de chez moi, j'ai voulu lui dire au revoir. Mais il m'a demandé s'il pouvait monter un instant, juste pour faire pipi. J'ai dit oui. Et quand il est sorti des cabinets, il m'a dit « J'ai fait pipi, mais aussi caca. Oh » On est resté éveillés toute la nuit. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Très beau. Un comédien n'est plus là. Cette année, il interprétait un beau texte de Anna. Donc, une nouvelle adhérente a bien voulu lire. C'est pour ça qu'elle a le texte, parce qu'elle a repris à son compte le texte d'Anna. Ce soir-là, il y avait une fête avec tout le groupe. Et je suis partie, sans rien dire à personne. Je me suis sauvée. Est-ce que vous me voyez bien? Dans un café de vieux, au bout de la rue des Bouchers, tout seul, le nez dans ma bière, pendant des heures. Tout à coup, je lève les yeux et elle est là, dans la vitrine, comme une apparition. Elle me regarde, elle entre, elle s'assoit devant moi. Elle me dit « Où étais-tu ? Je t'ai cherché toute la soirée, dans tous les cafés de la rue des Bouchers. » Elle m'a cherché, moi, comprenez-vous? Elle a quitté les autres et elle m'a cherché. Puis elle me dit les choses qu'on rêve d'entendre. Qu'elle m'aime depuis longtemps, qu'elle veut être à moi. Elle me dit ça dans un café, elle me le dit à moi. Sentez-vous la chaleur sur mon ventre quand elle parle? Est-ce que je donne assez de détails? J'étais un jeune homme timide, dans un café, au bout de la rue des Bouchers. Anna est venue, elle est rentrée, elle a dit qu'elle m'aimait, puis on est parti. On a passé la nuit, elle et moi, tout seul, dans sa petite chambre. J'étais si heureux que je riais sans arrêt. C'était la première fois, vous comprenez? Elle m'a touchée, ici, puis ici, ici. J'ai cru disparaître dans sa paume. Je n'étais plus un corps frêle, des épaules voûtées, des gestes maladroits, mais un carré de peau entre la taille et le sexe, un carré qui fond sous la main d'une femme. Le lendemain, je suis allée travailler. Enfin, le reste de mon corps est allé travailler. Mais mon ventre est resté avec elle toute la journée. Personne ne s'en est aperçu. Je l'ai bien caché, le creux que j'avais sous ma chemise rayée. À 5 heures, quand je suis partie, elle était là. Je m'attendais, avec son ventre dans ma main. Comment vous expliquer ce que j'ai ressenti? Je pouvais dire plaisir, bonheur, ravissement. Mais ce n'est pas assez. Je pourrais dire envie de crier ou de m'évanouir. Mais ce n'est pas ça non plus. Alors quoi? Je ne sais pas. Comment dire la joie de retrouver son ventre quand on a été troué toute la journée? Merci. Ça s'est passé à Saint-Gilles.
Quand je portais des pantalons péruviens et des ceintures larges comme ça, avec des clochettes, je le croisais tous les midis dans la rue de la Glacière, une rue terne et triste. Il était assez petit, pas vraiment beau, mais il avait, je sais pas, il était différent. J'avais 17 ans, peut-être 18, je portais de grandes ceintures avec des clochettes qui tintaient quand je marchais. Les entendez-vous, les clochettes? Lui aussi portait des vêtements colorés, des chemises de pirate, des pantalons bouffants, des vestes bariolées. Il y avait une espèce de compétition entre nous. C'était à celui qui irait le plus loin dans l'extravagance. Quand on se croisait, on se regardait du coin de l'œil et on comptait nos points en silence. Quelquefois, son coude frôlait le mien et ça faisait une petite étincelle qui éclairait pendant quelques secondes la rue de la Glacière qui était terne et triste. Et puis j'allais à mon école et lui à la sienne et c'était tout. Notre vie de jeunes gens volages suivait son cours. Plus tard, j'ai changé d'école et on s'est retrouvés dans la même classe et on est devenus amis. On a fait toutes sortes de folies. On allait se baigner dans les piscines privées la nuit. Quand il pleuvait, un jour il a enlevé le toit de son auto chalumeau. Quand il pleuvait, il fallait vider sa petite auto avec un petit seau comme une chaloupe. On riait beaucoup. Il était fou, Siegfried. Il s'appelait Siegfried. C'était gai, vraiment gai. On ne s'aimait pas encore, pas complètement. Je veux dire, avec la peau, la bouche et tout. Je l'aimais tellement, Siegfried. Mais quelquefois, il me frappait sur la joue. Il entrait dans une grande colère. Il me disait « Va-t'en !» Et je lançais mes vêtements par la fenêtre, mes blouses, mes bas, mes dessous qui volaient au-dessus de la place Saint-Jean. Il criait, je criais. Puis il embrassait mes larmes. Est-ce que vous comprenez? Je veux dire, entendez-vous le battement de mon sang dans ma tête quand il crie? Est-ce que vous nous voyez bien, Siegfried, les bras au ciel, les yeux exorbités? Moi, tremblante devant la fenêtre, à regarder tomber mes dessous sur la place Saint-Jean. Excusez-moi, qu'est-ce que je disais? Voyons. Il s'appelait Siegfried, c'est ça? Quand il pleuvait, il fallait vider sa petite auto. Oh, on était amis. Un jour, il m'a dit, dans 10 minutes, je vais t'embrasser et tu vas tomber amoureuse de moi. J'ai répondu en riant, t'es fou, Siegfried! 10 minutes après, il m'a embrassée sur la bouche. C'est comme ça que ça a commencé. On s'est installé à la place Saint-Jean, dans un appartement minuscule. On n'avait rien, pas même un frigo. Il a peint des milliers de petits poissons sur les murs. Il était comme ça, Siegfried. Il avait des idées. Est-ce que vous nous imaginez, lui, avec ses mains bariolées de couleurs, et moi, avec mes clochettes et mon amour qui teinte au milieu des poissons? Siegfried, il jetait mes vêtements sur la place Saint-Jean. On se battait. Il embrassait mes larmes. Il était trop Siegfried, vous comprenez? Trop intense, trop libre, trop pressé. Il dessinait trop de petits poissons sur les murs de notre appartement. Il buvait trop de bière. Il avait trop de projets, trop d'idées, trop d'amis qui faisaient du bruit. Mais c'est ce que j'aimais en lui, voyez-vous, le trop. Il y a tellement de gens qui n'ont pas assez. Il faut les fouiller pendant des jours pour trouver une petite audace rabougrie cachée sous des montagnes de doute et de terreur. Lui, les idées lui coulaient des doigts, sortaient de sa bouche comme les colombes d'un chapeau.
Un jour, quand je rentrais pour souper, il était tout excité. Il m'a dit « Ferme les yeux, j'ai une surprise pour toi ». Il m'a guidée jusqu'à notre chambre grenier. Tout en montant l'escalier en colimaçon, je me disais « Qu'est-ce que t'as encore fait, Siegfried ?» Arrivé en haut, il m'a étendue sur notre lit. Puis il a dit « Ok, tu peux regarder maintenant. » Alors, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu le ciel au-dessus de moi. Il avait fait un trou dans le toit, vous comprenez? Il avait décapoté l'appartement comme sa petite auto. Il m'a dit « C'est le ciel, je te le donne. » J'étais submergée. Ma tête pensait « Mais la pluie, mais le froid, mais le vent, Siegfried, c'est insensé. Il faudra vider la chambre comme un petit bateau qui prend l'eau. » Mais ma peau aimait le vent d'été qui entrait par grandes bouffées. Mes yeux n'en revenaient pas de la beauté du ciel qui tombait sur moi. Mes mains voulaient le toucher. Mon ventre s'est mis à pleurer. Il était fou, Siegfried, vraiment fou. Je le savais. Mais comment ne pas aimer quelqu'un qui perce un trou dans le toit pour vous offrir le ciel de Bruxelles? Oh, merci, merci, merci à tout le monde. Ah, je vous jure que je la sens, la peau. Ah oui, il y a quelque chose qui coule dans ma peau. Ça fait comme des petits picotements. Ah, ah, quel bonheur. Si jamais, vous aussi, vous avez des histoires comme ça qui peuvent m'aider, je vous en prie. Venez. Vous connaissez la place du jeu de balle. Il y a une église, devant l'église, il y a un banc. Je suis là, tous les soirs, à 17h. Je suis là pour vous écouter. Vous venez, vous vous asseyez, vous parlez. Ça peut durer 5 minutes ou toute la soirée, si vous voulez. Vous parlez et vous partez. Et moi, je garde tout. Je garde vos frémissements, votre cœur qui bat, les clignements des yeux qui se mettent même à mouiller quand vous dites que vous l'aimez encore. Alors venez. Je m'appelle Elisa, c'est facile à retenir. J'ai un foulard blanc. Je suis assise sur un banc, comme ça, tous les soirs, à 17h. On ne sait jamais. Peut-être qu'avec une histoire bien tendre ou bien exaltante, on peut recommencer à zéro. Est-ce que vous promettez? Est-ce que vous promettez? Merci André.